démarrons la deuxième table ronde, toujours sur la place de l'intelligence artificielle dans le monde de la formation. Et nous avons maintenant deux experts en IA qui sont présents. Nous allons avoir d'un côté Cédric. Alors je reprends mes petites notes quand même parce que je ne connais pas tout par cœur. Cédric Raclot, donc directeur de la création d'Online Format Pro. Bonjour. Et Yacine Aboub, qui est le cofondateur. Alors, moi je dis Alphaby parce que, mais on peut dire Alphaby, on peut dire Alphabi parce que ça dépend si on est sur le marché français ou anglo-saxon. Ils vont nous parler encore d'IA, ça va venir compléter ce qu'on a vu tout de suite de manière très intéressante avec un vrai study case autour de comment ça se met en œuvre dans des parcours de formation. Messieurs, c'est à vous et toujours quelques minutes pour poser des questions à la fin de cette masterclass. Bonjour à tous. Bonjour. Donc effectivement, nous allons voir comment mettre en place un modèle de data avec pour objectif principal de prévenir les décrochages. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un peu plus d'un an en fait, le 12, le 28 et le 24 avril, Online Format Pro a gagné 3 appels d'offres successifs avec Pôle emploi en région Auvergne-Rhône-Alpes et nous a demandé d'ouvrir 80 formations numériques en parallèle sur un an. Donc 80 formations numériques, ça signifie 80 formateurs, ça signifie des directions territoriales, des fonctions support, ça signifie une centaine d'embauches en fait. Et on est situé à 300-400 km de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a senti qu'il fallait mettre en place des choses pour garantir l'objectif principal de toujours d'Online Format Pro, à savoir la qualité pédagogique. Le contexte donc d'hypercroissance avec notre double culture au centre. On a pris du recul, on s'est dit ok, on va faire des choses comme tout le monde, c'est-à-dire on va faire du onboarding des nouveaux, on va faire des webinaires, on va faire tout ça, des visios, ok, pour faire venir tout le monde dans notre philosophie pédagogique, de pédagogie par projet. Mais on a une véritable spécialité. C'est-à-dire qu'ici, on est relativement connu en fait pour le côté e-learning et développement innovation, donc les catalogues de formation, les plateformes LMS. Ce qui est moins connu, c'est notre côté organisme de formation présentiel classique. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a à peu près 70 personnes qui travaillent au pôle e-learning et 170 formateurs répartis sur 4 régions. Ce qui veut dire qu'en fait, on a des données sur les personnes qui sont en formation présentielle. On a des données qui sont précises et relativement uniques. Ouais, voilà. unique, ouais. Pourquoi je dis précise et relativement unique? Alors évidemment, on a une plateforme LMS, comme tout le monde, je pense ici, mais on a aussi des plateformes dédiées au monde de la formation professionnelle. Typiquement, on a une plateforme qui s'appelle ICOP, qui nous sert à gérer les entretiens d'évaluation des futurs apprenants qui vont venir chez nous. Dans cette plateforme vont être stockées des données initiales, donc le niveau de diplôme, le parcours professionnel, le résultat des tests techniques, etc. Ces données-là, ensuite, sont basculées dans une autre plateforme qui s'appelle Apps, qui, elle, est la plateforme dédiée au temps de formation en elle-même. Et donc là, on va avoir d'autres données. On va avoir des comptes rendus pédagogiques journaliers des formateurs, on va avoir les temps de suivi sur les modules e-learning, on va avoir les réussites aux évaluations, on va avoir les temps de progression, si les personnes se connectent ou pas en dehors des horaires, puisque comme on maîtrise ce périmètre de formation professionnelle, on sait qu'en fait les gens ils sont chez nous du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 13h30 à 17h. Donc si quelqu'un se connecte à 17h30 ou à 18h, ça signifie quelque chose. Soit il est en décalage par rapport au programme de la journée et il veut revenir à zéro, reprendre son retard, soit en fait il décide de prendre de l'avance, mais ça signifie quelque chose. Donc ces deux plateformes-là, ensuite évidemment on a le LMS, et on a encore une autre plateforme en fait qui est Agora, qui est dédiée en fait aux échanges entre formateurs. Notre position aussi d'éditeur de contenu fait que nous maîtrisons certes les plateformes et donc les datas qu'on peut récolter, mais également on peut injecter des écouteurs supplémentaires au sein des modules de formation, si on le décide, dans un but précis, identifié. Donc cette position unique sur le marché nous a fait prendre conscience que nous pouvions
très certainement être aidé de l'intelligence artificielle pour pouvoir maintenir la qualité pédagogique avec ces 100 nouveaux embauchés qui vont gérer environ 1000 stagiaires. Et donc c'est là que notre rencontre arrive, le moment où Online Format Pro se dit on manque de compétences en interne pour traiter cette question de mettre en place une intelligence artificielle. Et donc là, ils font un constat qui est qu'il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et donc on est très proche au niveau géographique, donc par des rencontres, on finit par se rencontrer et on décide de mettre en place un workshop pour faire un état des lieux et voir ce qu'il est possible de faire. Et donc en septembre de l'année dernière, on s'assoit tous autour d'une table et on regarde un peu avec le dispositif d'Online Format Pro ce qu'il est possible de faire. Et c'est là où nous, côté expertise IA, on se rend compte que Online Format Pro possède une vraie mine d'or de données avec des datas à la fois en amont des formations sur les apprenants, ce qui est assez rare, et avec des vraies évaluations sur beaucoup de thèmes, et des datas pendant les formations et même après les formations pour savoir ce que deviennent les apprenants. Et donc on se rend compte que on va dire le terrain d'application de l'IA sera très intéressant sur les formations numériques qualifiantes de Online Format Pro parce qu'elles ont l'avantage d'avoir à la fois du présentiel, comme le disait Cédric tout à l'heure, un dispositif où les apprenants sont sur place 8 heures par jour, c'est ça à peu près, 7-8 heures 7 heures. Ouais, 7 heures. Donc on va avoir vraiment des données très qualitatives avec des encadrements par les formateurs. Et donc on arrive à des chiffres assez impressionnants, 14 millions de données. Ça en fait c'était le constat qu'on a fait en septembre sur les données qu'il y avait déjà chez Online Format Pro concernant les formations qui avaient déjà eu lieu dans le cadre là, des formations numériques et qualifiantes. Ouais, parce qu'effectivement, c'est bien les formations terminées. Et quand on dit terminées, c'est pas que l'apprenant est parti hier, c'est qu'on a un suivi, nous, contractuel à 3 et 6 mois. C'est-à-dire qu'on peut mettre en comparaison les données initiales, les données pendant la formation et surtout de savoir réellement ce que sont devenus ces apprenants. Donc c'est, je dirais, peu de data au final, c'est deux. Hein. Est-ce qu'ils ont trouvé un emploi, est-ce qu'ils ont réussi leur examen mais par contre, qui sont assez fondamentales, oui, je dirais, pour démarrer le modèle. Tout à fait, tout à fait. Donc, à la fin de cette réunion, on avait le jeu de données, hein, je vais parler un peu plus technique, mais le jeu de données sur lequel on allait pouvoir commencer à mettre en place notre intelligence artificielle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a le jeu de données, on sait sur quoi on va travailler. Donc l'objectif, c'était d'identifier au plus tôt les décrochages potentiels dans les nouvelles formations à venir. Donc l'idée, c'est de donner du coup des indicateurs aux formateurs qui viennent d'être onboardés et ceux qui étaient déjà là, pour les aider justement à bien gérer cette phase d'hypercroissance. Donc, quelle est la première phase? Une fois qu'on a notre jeu de données, il y a une autre phase super importante, c'est de réduire le jeu de données sur vraiment les données qui vont vraiment être très utiles pour le modèle. Donc, c'est celles qui sont corrélées justement au décrochage. Donc, il faut vraiment identifier tout ce qui concerne l'apprentissage, toutes les données récoltées sur les différentes plateformes. Les données qu'on a identifiées aussi tout à l'heure sur ce qui se passe en amont sont très intéressantes parce qu'elles permettent de raccourcir aussi le temps que le modèle va avoir pour avoir des éléments sur l'apprenant, puisqu'on va avoir un contexte préalable à l'apprentissage. Et la deuxième chose très intéressante à faire, c'est de nettoyer ces données pour s'assurer que le modèle apprenne sur vraiment des données qualitatives, vérifier qu'il y a beaucoup de taux de remplissage, vérifier qu'elles sont correctement remplies. Voilà, bon, ça c'est des bonnes bases pour commencer à mettre en place son intelligence artificielle. Alors, j'avais mis aussi en évidence que... Tu peux passer à la suivante. Les trois types de données dont je viens de parler, ça va. C'est vraiment le cas Online Format Pro qui fait qu'on peut mettre en place une IA beaucoup plus pertinente, puisque les données en amont de la formation et à la fin de la formation permettent à la fois de dire donc, si l'apprenant, comment il est au moment où il entre dans la formation et comment il en sort, et donc du coup d'avoir un retour, nous après, sur l'IA pour dire bon bah là on s'est trompé, on ne s'est pas trompé, là c'est la bonne direction ou non. Donc la deuxième phase, si tu peux passer à la suivante, merci. La deuxième phase, une fois qu'on a sélectionné les données, nettoyé, qu'on a notre base propre, c'est de sélectionner un modèle de données et de commencer à l'entraîner, c'est-à-dire le calibrer. Donc l'idée c'est de prendre les données, donc c'est toutes les informations qui vont concerner un apprenant,
d'identifier s'il y a eu décrochage ou non, vu que c'est ça l'objectif qui nous intéresse à l'heure actuelle. Et ensuite de lancer dans la machine plusieurs fois, de lui demander, bon bah, essaye de deviner, à partir de notre modèle, si cette personne-là a décroché. Et donc c'est comme ça que le modèle il apprend, hein, comme un humain, de façon assez évidente. Et petit à petit, donc le modèle va se calibrer, il va se paramétrer. Et après, une fois qu'on a le modèle, on peut cette fois l'utiliser pour des données qui sont en cours. Et là, il va nous sortir en fait une probabilité à un instant T qu'un apprenant soit ou non en décrochage. Donc c'est ça la sortie du modèle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on met en place une IA comme ça, la phase d'apprentissage, elle ne se réduit pas à la phase de départ. Il faut continuer à faire apprendre l'IA parce que c'est ça qui l'enrichit et c'est ça qui fait que la qualité... oui, tu peux passer à la prochaine. Ouais. C'est ça qui fait que la qualité de l'IA continue à augmenter et qu'elle devient de plus en plus précise. Donc là, typiquement, c'est les données sur lesquelles on a mis en place le modèle qu'on a calculé fin de l'année dernière. Donc cette fois, c'est bien ce dont parlait Cédric au départ, c'est le cas de Rhône-Alpes-Auvergne avec les 80 nouvelles formations, 70 nouvelles promotions et les 945 apprenants. Donc l'idée, tu peux passer à la suivante. Ouais. Voilà, donc là, à partir de là, on a mis en place l'IA à partir du 17 janvier. Donc comme vous l'avez vu avant, ça concernait 945 apprenants. Et à ce jour, on avait déjà eu 77 flags qui ont été 77 signaux, ouais flag on dit autre chose. 77 signaux de vigilance qui ont été donnés aux formateurs pour leur dire attention, là vous avez peut-être un apprenant qui est en situation de décrochage. Est-ce que tu veux... Oui, donc effectivement, sur les 77, donc on a remonté les infos à nos formateurs sur place, hein, pour qu'ils sondent et qu'ils voient si l'information était confirmée ou non. Donc dans le cas de la première mise en place, hein, du jeu de modèle initial, en fait moi j'ai été étonné, en fait ça marche mieux que ce que je pouvais penser pour un premier galop d'essai. Donc effectivement il y en a 15 où on est à côté, mais 62 confirmés, et sur ces 62 confirmés, il y a des personnes qui, pour des contextes particuliers qui leur est propre, ont quand même abandonné la formation. Par contre il y en a 23 qu'on a réussi à remettre dans la formation. J'ai une question. Est-ce que vous avez une préconisation en termes de volume minimal pour que ça puisse fonctionner? Là, on est avec un nombre d'apprenants où on l'a bien compris, il y a un temps d'apprentissage autour des algorithmes et de l'IA pour pouvoir donner des données et des informations pertinentes. C'est quoi le minimum? Parce que je pense que c'est une question que tout le monde se pose. C'est super dur à dire parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas vraiment de minimum, c'est juste que le modèle ne sera pas du tout précis. Donc en fait, plus il y a de données, plus il est précis et pertinent. À partir de quel moment il devient pertinent Là, on avait 14 millions de données. Je pense qu'à partir de 1 million, 2 millions, on peut commencer à avoir des choses intéressantes, quoi. En dessous, ça me paraît compliqué. Okay. Donc c'est une histoire à la fois de nombre et de nombre d'apprenants, par exemple, dans le dispositif, et de temps, puisque c'est un rapport entre les deux. Oui, c'est les deux, ouais. Ok. Nous, dans notre cas, on a choisi aussi de partir sur ce pool de données parce que justement, on maîtrise mieux. Si on voulait partir sur les personnes qui nous prennent des formations e-learning et qu'on ne connaît pas, il faudrait déjà plusieurs semaines rien que pour qu'on identifie leur propre rythme. On ne connaît pas leurs horaires de travail, on ne connaît pas leurs vacances, on ne connaît pas leur schéma au quotidien. Donc il faudrait déjà entraîner l'IA, rien que déjà pendant quelques semaines, j'imagine. Ouais. Alors que là, c'est fait instantanément, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, là, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'apprenants, mais le fait qu'ils soient dans un cadre aussi cadré, en fait, ça fait que la donnée était très qualitative et il n'y avait pas beaucoup de bruit. Et du coup, on a pu mettre en place effectivement un modèle tout de suite assez performant. Alors qu'au début, on s'était posé la question de prendre une population plus grande, mais où on avait beaucoup moins d'informations finalement sur le cadre. Prochainement, ce modèle, on va continuer de l'améliorer puisqu'on a nos formations en cours, mais il y en a des à venir. Donc on va continuer de l'entraîner pour s'approcher peut-être pas des 100%, mais en tout cas améliorer 88. 100%. On pourra aussi l'appliquer à des autres formations, parce qu'on fait des formations aussi dans tout ce qui est tertiaire.
Donc pour l'instant, on l'a pas du tout, on l'a pas testé sur mobile tester. Il y a tout ce qui est adaptive learning. Oui. Et il y a aussi tout ce qui est nos apprenants qui sont 100% en distanciel et qui aujourd'hui, on a de la data, mais on n'a jamais rien mouliné dessus véritablement sur eux. Hein. Donc, et on préférait se consolider un modèle avant de partir là. Ouais, puis il y avait tout un autre pendant aussi qui est, là on a travaillé sur les décrochages, mais vu qu'on a des informations aussi sur les apprenants après la formation, est-ce qu'ils trouvent ou non du travail, on aimerait bien aussi mettre en place une IA qui permette de prédire quelque part si quelqu'un à la fin de sa formation, il a de grandes chances ou non d'avoir un travail. Ça serait aussi sur l'employabilité, quoi, une prédiction d'employabilité. Alors moi, j'ai encore une autre question. Du coup, ça s'adresse à Online Format Pro. On voit bien que l'IA nous apporte une information qui va permettre de prendre une décision et d'agir. Quelle a été la modalité d'action sur ces personnes pour lesquelles il y avait un flag? Est-ce que c'est aussi de l'algorithme de l'IA ou est-ce que c'est de l'humain qui est venu utiliser cette information? Alors justement, on a la chance que cette information puisse être confirmée ou infirmée par l'humain. Donc notre formateur, en fait, nous, il ne va pas aller voir la personne pour lui dire alors l'IA m'a dit qu'a priori tu décrochais. Par contre, on l'a sensibilisé à avoir un intérêt particulier sur cette personne dans le principe de parcours individualisé et de le suivre, j'irai plus précisément, et de voir s'il y a quelque chose qui effectivement à l'instant T est en train de bloquer, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a des 88%, c'est parce que du coup c'est confirmé, infirmé par l'humain sur le terrain. Donc on est bien avec l'IA qui n'est pas là pour remplacer le formateur, l'organisation et l'humain, mais qui est au service de l'action, au service et de l'humain pour pouvoir intervenir et avoir des informations qu'on n'aurait pas autrement sur des volumes aussi importants. Avec Yacine, quand on a le premier workshop, quand on a ouvert toutes les plateformes et qu'on a commencé de se faire une opinion d'humain en croisant les plateformes, on s'est rendu compte qu'au bout de 3 quarts d'heure, on n'avait toujours pas fini de croiser sur un seul apprenant. Oui, c'était assez marrant parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA? Ok, c'est bien beau, on va essayer de le faire nous-mêmes déjà. Et alors, quand on a commencé à prendre une promotion, à avoir un apprenant et à tout dérouler, essayer d'aller voir les données, c'est là où on se rend compte que on n'est pas équipé pour faire ça quand il y a beaucoup de gens, quoi. Ça devient très compliqué très vite. Et du coup, c'est pour ça, l'IA n'a pas du tout vocation à remplacer les gens. Je pense que c'est vraiment important qu'on appuie ce message-là, parce que dans les représentations et dans la résistance au changement dans les équipes pédagogiques, on est quand même confronté à ça, à cette peur de l'IA qui viendrait prendre la place, qui remplace. Non, c'est un outil au service des professionnels de la formation pour leur permettre d'être plus performants dans ce qu'ils font. Hein. Tout à fait ça. On va peut-être donner la parole aussi à la salle. Des questions pour vous? Oui. Bonjour. Par rapport aux résultats que vous présentez sur... donc il y a 77 personnes qui ont été, sur lesquelles il y a un signal de décrochage. Sur ceux où il n'y a pas eu de signal de décrochage, est-ce qu'il y a eu du décrochage? Très bon. Ouais, il y en a eu un petit peu quand même. Ne serait-ce que parce qu'en fait, il y a des décrochages qui se font du jour au lendemain. Je dis ça parce que nous, on va dans des données assez fines. Comme tout à l'heure, je parlais au niveau des horaires et de consultation, etc. Quelqu'un qui commence à être absent du jour au lendemain, c'est une donnée qui est hyper importante, sauf que s'il est absent le lundi, le mardi, on peut considérer qu'en fait il y a de fortes chances qu'il ait décroché et qu'on n'avait pas eu de signaux avant en fait. Hein. Et je dis ça un cas concret, ça peut être simplement quelqu'un qui a retrouvé un travail et ça l'IA aujourd'hui elle n'anticipe pas ce qui s'est passé dans la vie personnelle les 8 derniers jours. Oui, on n'a pas avec un outil magique qui marche à 100%, ça, et heureusement. Bonjour, alors concrètement, quelles sont les typologies de données que vous collectez et comment est-ce que vous les collectez? Et derrière, quel est votre time to market pour les retraités en fait? On collecte les données, comme je vous disais, initiales avant notre formation. Oui, mais j'ai bien compris que c'était initial, mais c'est quoi comme données que vous collectez en fait? Parce que vous parlez de millions de données, mais en fait, c'est quoi ces données? En données initiales, on en a 30. Donc ça va être ce qui est résultat au test technique avec une segmentation des tests techniques. Donc on fait environ 12-15 données uniquement sur les compétences initiales. On a le niveau de diplôme, l'expérience professionnelle et les restitutions en fait d'entretien de motivation avec le formateur qui le reçoit. Et ensuite les données, elles sont générées
tout au long de toutes les activités, Ouais. chaque action en fait. chaque action. Que vous écriviez dans le forum de la plateforme, que vous répondiez à un sujet qui a été lancé par un de vos collègues, que vous chattiez avec vos collègues, que vous chattiez avec votre formateur, que si vous chattez avec votre collègue, est-ce que ça déclenche un like ou ça déclenche rien? Tout ça c'est tracé et donc c'est ça qui fait les 26 millions. Normalement, Et c'est pour j'ai ça qu'on tout parlait de transmis. nettoyage. Je vais aller Oui, le on ne vérifier. prend pas Ouais. tout en compte, hein, On clairement. ne prend pas tout en compte. Donc, tu vas lui amener là-bas. D'autres questions? Et du coup, par rapport, vous évoquiez je crois, une quinzaine de cas qui du coup n'avaient pas été confirmés par rapport aux 77 il me semble à la base. C'était dû à quoi? Enfin, est-ce que vous avez pu faire un retour d'expérience, une analyse de pourquoi c'était... Il y a en fait, c'est assez difficile d'identifier, ça va être un peu drôle, mais d'identifier un très bon élève d'un décrocheur dans pas mal de cas. Parce qu'en fait, le très bon élève, celui qui est vraiment en avance, il a un profil numérique assez similaire au décrocheur en fait. Et du coup, bah, typiquement, je sais plus c'était quoi la proportion dans les 15, mais il y a beaucoup de faux positifs en fait, qui sont du coup des gens qui sont en avance et qui ont tendance à décrocher réellement du contenu qu'il leur est mis à disposition, mais en fait parce qu'ils l'ont déjà assimilé en fait. Une trop grande autonomie. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est la dernière question. Concrètement parlant, par rapport à les données que vous avez récoltées, quelles sont les variables qui vous permettent de détecter un risque de décrochage? Bah, il y en a beaucoup en fait. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup, donc il n'y en a pas une. Parmi ceux que vous avez cités, en fait, celle qui est-ce que c'est les pour être synthétique, mais c'est caricatural, mais ce qui a le plus d'importance a priori, c'est la régularité en fait. La régularité dans l'apprentissage, dans les connexions. Et l'irrégularité est le premier facteur qui permet d'identifier un décrochage. Selon vous, c'est significatif à ce risque? Je peux être pas régulier à mon apprentissage, mais je peux réussir parfaitement. J'ai pas entendu la fin. Est-ce que la dimension sociale et la dimension de la personne ou bien sa situation est étudiée par rapport à ces facteurs? Parce que vous parlez de régularité. En fait, la régularité n'est pas quelque chose d'objectif et qui transcende tous les apprenants. La régularité, elle est au sein de l'apprenant. C'est sa régularité dans son rythme à lui d'apprentissage. Du coup, si quelqu'un il a l'habitude de se connecter une fois par semaine, peut-être que c'est pas beaucoup et c'est pas forcément grave, mais c'est le moment où si pendant 2 mois il fait ça et si à un moment il y a une rupture et que pendant 3 semaines il va plus du tout se connecter, c'est là où c'est un problème. Autrement dit, c'est pas la même régularité pour tout le monde, c'est vraiment une régularité qui est propre et qui est liée à la singularité de chaque individu. Exactement. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant parce que cette notion elle est clé de pouvoir avoir une autre vision de ce que peut apporter l'IA et c'est très complémentaire de la première masterclass tout à l'heure, donc merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci.